cette marchandise. Et pourquoi ces prix tellement bas que tout le monde pouvait acheter? Alors le fils, il faisait dans la collecte de l'argent, dans les mosquées. Et avec cette collecte, il subventionnait, il achetait directement chez les producteurs. Il monopolisait aussi bien la production que le marché lui-même. Tout en subventionnant il contrôlait tout en subventionnant la production et la circulation. La distribution. Production, distribution, tout en subventionnant les prix, dans le sens où à chaque fois qu'il y avait un écart important, il fallait faire intervenir la caisse noire pour pouvoir ramener les prix à des prix très très raisonnables. Et tout le monde croyait que c'était le souk al-islamiyya, croyait que c'était le qana'a, croyait que c'était l'akhlaq al-iqtisadiyya, et là se développait le concept de l'iqtisad islamique. C'est-à-dire l'iqtisad islamique reposant sur le bazar, c'est-à-dire sur le marché noir, sur le marché parallèle. Mais ce qui est le plus important, ça c'est une réalité qui a montré un aspect social du mouvement. C'est pour ça que les gens l'ont pris pour un mouvement social. C'est l'apparence. Moi je m'intéresse, ma formation de marxisant, de marxiste, me permet de voir aussi les choses beaucoup plus profondément et dans l'arrière-plan. Ce système économique, il correspond à quoi? Il exprime quoi en termes de rapport de pouvoir dans les structures décisionnelles de l'État? Il correspond aux gesticulations d'une tendance lourde qui trouve dans cette ouverture économique débridée, qui n'est pas libérale, c'est de débridée, qui trouve les moyens de jeter les bases d'une mafiosisation de l'économie. Et c'est à ce moment-là que se développe de manière fulgurante le système du cabas et des containers. Alors, le cabas, ça va au niveau du petit investisseur qui partait en Syrie ou en Turquie à l'époque. Et ensuite, ça crée des mafias après. C'est ça. Parce que un parrain crée un réseau. Mais aussi, tu as les types du container. Et qui sont des gens très très haut placés, pour ne pas dire, y compris dans la grande muette. C'est ça, les généraux, le pont des généraux, les containers, le marché. Oui, c'est clair. C'est ça qui a miné tout. C'est-à-dire qu'il y a une complicité, une réalisation. C'est là que j'ai vu, j'ai compris comment a été programmée la crise du PRS en 1975. Quand le gourou Rachid Krem et la bande de voyous qui étaient autour de lui ont inscrit dans la Charte des libertés la fin du monopole sur le commerce extérieur. C'était quelque chose, une perche qu'il tendait à des structures dormantes, des réseaux intérieurs à l'Algérie, qui avaient besoin de blanchir l'argent volé, etc. Voilà, absolument. Et malheureusement, je l'avais dit, Mohamed Boudiaf, qui n'a absolument aucun sens politique, n'a rien vu, n'a vu que du feu. Et il a marché là-dedans. Parce qu'elle est متحق يراد من ورائها باطل. كلمة علي بن أبي طالب. Donc, à ton avis, dans ce processus de cristallisation d'un mouvement qui a pris la société en otage, dans un sens, non seulement en otage, mais en réalité, la société était prédisposée aussi. Parce que les gens avant même d'aimer Abbasi Madani ou Ali Ben Haj, ils avaient déjà haï le FNL et le pouvoir. Et tout le monde était contre le pouvoir, y compris les laïcs, les républicains, les islamistes étaient tous unanimes sur une unanimité contre lui. Contre lui. Il y a autre chose. Sur l'aspect social, c'est que la clochardisation des catégories sociales, y compris des catégories sociales moyennes. Il faut le dire, surtout que nous avons aussi certains de nos amis qui sont à l'étranger, qui suivent Républicain, ils vont comprendre le phénomène. Un enseignant, y compris du supérieur, ne peut pas acheter sa voiture, ne peut pas acheter un logement.
Non, mais c'est pire, mais je te dis pire encore. Avec des témoignages que j'ai, des amis, des collègues à l'université, un enseignant ne peut pas se permettre d'acheter de la viande tous les 3 fois par mois. Et s'il a des invités, il aura déprogrammé complètement son mode de vie. Absolument. C'est pas facile que d'un enseignant. Bien sûr, bien sûr. Donc les souks, les bazars, ça soulage quelque part. Et des sources de ravitaillement. Bien sûr, ça soulage. J'ai vu mes collègues, certains de mes collègues enseignants, partir en colloque avec le cabas. Ils achètent chez Tati et ils viennent et revendent. Je ne donnerai pas de nom. Dans le livre que je réserve à la veille de mon départ, oui, je donnerai des noms. Je te raconte un petit témoignage que j'ai eu récemment auprès d'un professeur de médecine, un professeur émérite, un professeur de renommée mondiale. Il exerce en Algérie, il exerce à Alger. Oui. Il m'a fait une révélation qui m'a fait trop mal. Oui. Je connais les vérités, mais à arriver à ce stade, un professeur qui, au nom de l'Algérie, doit représenter l'Algérie dans un colloque international, voir ses frais de mission, ce qu'il prend avec lui, qui ne lui suffisent même pas pour pouvoir subvenir à ses petits besoins de 3 ou 4 jours, était obligé de prendre de la galette et quelques petites choses pour sa nourriture dans son cabas d'ici. يعني المرأة تاعو مرأة تخبز لها بروفيسور دو ميديسين الكسرة وزيد يدي معاه كاش حويجه باش ياكل باش يديها معاه للخارج. العولة تاع الزوافة. العولة تاع الراحة. العولة يديها معاه parce que il doit représenter l'Algérie وما عندوش باش les frais de mission وما عندوش واش يكفيه إلى آخره au moment où l'Algérie, les richesses de l'Algérie sont dilapidées par les uns et les autres, au moment où les banques algériennes sont volées, etc. etc. N'allons pas loin, si tu me permets d'en parler. Quand je vais à des colloques internationaux à l'étranger, et comme j'ai eu beaucoup de difficultés avec l'administration de l'université qui m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues, je prends mes livres dans mon cabas, je demande l'autorisation aux organisateurs et je les vends là. C'est comme ça que j'ai un peu d'argent. C'est ça. J'ai été invité au Brismas. Le Brismas, c'est le symposium international sur l'islam à Cambridge. Le recteur de l'université d'Alger, c'est pas la peine de le citer, tout le monde le connaît, n'a accepté de me donner un billet Alger Heathrow et de quoi me payer une nuit d'hôtel. C'est-à-dire que pour aller de Londres à Heathrow à Cambridge, c'était sur mon argent de poche. C'est ça. Aller et retour. Le colloque durait 3 jours. Et je n'ai pu partir que parce que il m'a imposé un chaperon. Il n'était pas rouge. Il était un color inodore sans saveur. On est en train de plaisanter, mais c'est... Maintenant, en tout cas, un chercheur, un universitaire aujourd'hui, il ne peut partir à l'étranger que sur autorisation qui lui est délivrée par le ministère de tutelle. Bon, revenons j'allais dire aux choses sérieuses, mais tout est sérieux. C'est dramatique, ça. Comment veux-tu que les gens se développent, comment veux-tu que les gens échangent des idées, comment veux-tu, etc. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'il y a émergence de velléité d'une nouvelle structure économique et commerciale débridée qui va faire de l'Algérie un pays à bazar, comme un certain nombre d'États sont devenus dans un ensemble de pays. Des États bazars. Des pays bazars. Est-ce que dans cette... Ça, à ce moment-là, on peut dire que le fils a commencé à avoir le vent en poupe. Parce que non seulement il attirait à lui les catégories sociales les plus démunies, il attirait à lui les catégories moyennes qui étaient à la marge de la clochardisation et qui étaient instables idéologiquement et politiquement parce que
la dépolitisation a été très, très, très profonde dans notre pays, et elle a été soutenue, encouragée et développée par la répression atroce de la sécurité, la police politique du FLN et la sécurité militaire qui surveillait, sans compter tout le reste. Et elle a aussi suscité un courant d'opinion favorable sur le plan international. On le dit. Pour ça même. Le marché va s'ouvrir. Le marché va s'ouvrir. Et heureusement, les Occidentaux, méprisants qu'ils sont, n'ont pas compté avec les Chinois. C'est parfait. Oui, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que finalement, la stratégie du fils, elle a profité aux Chinois aujourd'hui. Parce que c'est eux qui offrent, dans les mêmes conditions que faisait le fils dans les années 80-90, les Chinois offrent de la marchandise aux catégories sociales les plus démunies. Comme ils offrent le véhicule à bon tarif. Outre cette dimension économique, ce marché bazar, oui. Le discours populiste, oui. Mais le fils, à cette époque-là, il avait attiré même les leaders d'opinion, oui. Des élites, oui. Au sein de l'université, au sein des médias, la télévision, au sein de l'armée aussi. Bien sûr. Il y avait beaucoup de gens, de militaires qui étaient fils. Bien sûr. Donc, comment tu analyses cette déferlante? Déferlante, parce qu'il y a beaucoup de facettes et beaucoup de monde. Et tout le monde trouvait son compte. Bien sûr. Les militaires on prend le cas de l'armée. Je savais par des informations d'amis ou de gens qui étaient en service militaire que les idées qui étaient en train de se répandre au début étaient dans les catégories les plus basses de l'armée, c'est-à-dire les catégories qui, selon la règle disciplinaire de l'armée à l'époque qui était très dure, étaient méprisées, faisaient l'objet des traitements les plus inhumains, les plus indignes qui sont. Comment veux-tu qu'un type ne verse pas dans l'excès et passe de l'autre côté? C'est ça. Je crois que ça a été le cas de Bouya Ali. C'est une réaction contre une injustice qui aurait été... Bien avant. C'est ça. Donc l'infiltration du fils en termes sociaux... Dans l'université, le phénomène était autre. C'était la perspective de bousculer la direction qui était verrouillée par le FLN depuis l'indépendance. La perspective de pouvoir... Mais en termes de... Mais est-ce que tu... Parce que là, il faudrait peut-être qu'on ait le courage de le dire, de le penser et de le dire. Est-ce que tu ne penses pas, Al-Khdar, que mentalement, culturellement, les Algériens de l'époque, que nous étions tous, est-ce que majoritairement les Algériens n'étaient pas disposés à accepter le discours, j'allais dire, du fils, c'est-à-dire le discours radical du fils, parce que quand même les élites intellectuelles n'avaient pas joué leur rôle. Les élites partisanes étaient minoritaires, elles étaient marginalisées par cette bipolarité FLN-fils. L'armée, au départ, tout le monde était silencieux, c'est une affaire politique, faites ce que vous voulez, etc. Ils ont lâché le truc. Le gouvernement lui-même, la tendance lourde, on disait qu'il voulait même composer avec le fils. C'était toute une société, sachant que les résultats des élections législatives, 47%, 188 sièges, le fils était majoritaire. Oui. Les élections, les résultats ont été annoncés par le fils, par l'Abd Belkhir. Oui. Donc, quelque part, c'est un phénomène qui remet en cause non seulement le pouvoir, non seulement le FLN, non seulement l'institution militaire, non seulement les élites, mais il remet en cause toute la société. Oui. C'est toute une société à analyser autrement, à essayer de comprendre différemment. Attends, il faut ajouter un certain nombre de choses importantes. C'est cette moralisation dont on avait parlé au départ. La moralisation, je pense qu'au sein du FLN, et c'est pour ça que je reviens à cette histoire du FLN, au sein du FLN s'est développé tout un ensemble de courants souterrains qui frappaient essentiellement, qui caractérisaient les gens qu'on a compressés dans la base du FLN, qu'on n'a pas laissé émerger. Parce qu'émerger dans la structure décisionnelle politique du FLN n'était pas facile. C'est un système de parrainage et de cooptation. C'est ça.
Messadia copte Hajjar, Hajjar copte je ne sais pas qui, et ainsi de suite. Mais Abbasi Madani reste, dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a pu... La Qasma d'Alger. La Qasma d'Alger, dans le meilleur des cas. Je comprends qu'il réagisse à ça. Et combien de Abbasi Madani il y en a eu? Des centaines et des centaines et des centaines. Donc c'est-à-dire, garde ta place, tu prends ce que nous te laissons et tu te la boucles. Le type, après, il est allé faire des études. Est-ce qu'il a fait des études ou pas? Ça, c'est notre... Non, il a fait des études. Ça. Il est allé faire ses études. Il a vécu en Grande-Bretagne. D'abord en Égypte, puis en Grande-Bretagne. Il s'est marié à une Anglaise. N'est-ce pas? Et les choses changent. Les choses changent pour lui. Il se dit, écoute, cette façon de conduire. Et puis il est révolté. Il est révolté par tant de gabegie et tant d'immoralité. Parce que si un homme du FLN a le courage un jour d'écrire sur ce qui se passait véritablement, les soirées du Mouflon d'Or et autres, c'est enfin, c'est inadmissible. Le Munkar, c'est incroyable. Il y a une dépravation profonde. Une dépravation profonde. Évidemment, et comme il ne peut pas les concurrencer sur la légitimité historique, la morale. Donc il y a la légitimité religieuse. La morale, c'est-à-dire la légitimité religieuse. Et c'est comme ça que naît cette culture de légitimation de la légitimité par la morale et la religion. Et comme l'Algérien est sensible... Seulement, et c'est hélas, c'est ça qui est le comble. Ils n'ont pas mené une lutte à l'intérieur du FLN pour le réformer ou pour le moraliser. Quand ils sont sortis, ils se sont attaqués au FLN, sur le plan politique, en lui contestant la légitimité, parce qu'ils voulaient changer le système de référence. Mais ils ont voulu moraliser la société. Ils se sont attaqués aux gens dans la société. C'est à ce moment-là, moi, que j'ai viré ma cutie. C'est quand j'ai vu leur attitude répressive vis-à-vis de la société. Tu ne moralises pas la société du jour au lendemain. Un type, il va boire son verre au bar. En quoi il te gêne? Est-ce qu'il est venu t'empêcher de rentrer à la mosquée? Il y a beaucoup de gens qui picolaient qui ont voté fils. Absolument, bien sûr. Non, l'Algérien, il faudrait qu'un jour... Une fille qui sort sans hijab, en quoi elle te gêne? En quoi elle te gêne?